écoutez la chaîne 2, il est 12 heures. Samedi 3 mai, bonjour et bienvenue aux informations de la mi-journée. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Le monde célèbre aujourd'hui la journée mondiale de la liberté de la presse, occasion pour les professionnels des médias d'échanger et réfléchir sur les questions de liberté de la presse et d'éthique professionnelle. Pour en parler, Korotimou Traoré est allé voir certains acteurs. Consolider le cadre institutionnel et politique en matière de gouvernance migratoire au Mali était au centre d'une rencontre dans le cadre du processus de relecture de la politique nationale de migration et de son plan d'action lancé hier ici à Bamako. Mariam Konati nous en dira plus. L'actualité internationale de ces 12 heures nous sera développée par Sori Ibrahim Traoré et les nouvelles du sport en fin d'édition. Voilà pour les titres, les détails à suivre. Les travaux du premier sommet mondial sur l'audiovisuel et le divertissement se poursuivent à Mumbai, en Inde. Hier, deuxième jour de la rencontre, les ministres en charge de la culture et celui de la communication et les chefs de délégation se sont retrouvés dans un panel sur la thématique dialogue des médias. Il s'agissait pour eux d'échanger sur les opportunités qu'offre l'évolution technologique pour améliorer les contenus des médias. À l'issue des échanges, une déclaration avec 13 points de recommandation a été adoptée. Elle réaffirme surtout le rôle primordial des médias et du divertissement dans les changements de comportement et de mentalité. Célébration ce 3 mai de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Cette journée offre un espace d'échange aux professionnels des médias à réfléchir sur les questions de liberté de la presse et d'éthique professionnelle. Cette année, elle est célébrée sous le thème « Informer dans un monde complexe, l'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse et des médias ». Kouroutoum Traoré, reportage. Cette année, la Journée de la liberté de la presse se veut un cadre de réflexion entre professionnels des médias sur les menaces et les défis pour la liberté d'expression dans un monde où l'intelligence artificielle émerge dans le journalisme. Cependant, sur le sujet, les idées des professionnels du secteur divergent. Issa Kabasidibé, journaliste chroniqueur. L'intelligence artificielle n'est pas le contraire de ce que nous faisons. L'intelligence artificielle ne fait pas l'enquête. L'intelligence artificielle ne fait pas l'interview, ne recoupe pas l'information, alors que la quintessence du journalisme, c'est le recoupement de l'information. L'intelligence artificielle ne fera pas ça. Aujourd'hui, nos autorités ont aussi le devoir d'introduire l'éducation aux médias dans les cursus scolaires pour que les gens comprennent les mécanismes des médias. Si nous rentrons tous dans le même dynamisme, c'est là où l'intelligence artificielle va être utilisée et par les journalistes à bon escient, mais aussi par les auditeurs et les téléspectateurs. On va se rendre compte qu'il n'est pas journaliste qui les veut, mais un journaliste qui les paie. Mahamadou Khan, rédacteur en chef adjoint Radio Clédou. Avec l'hyperabondance informationnelle, les gens sont obligés de tout consommer. Donc à ce titre, l'IA joue un grand rôle. Mais en tant que professionnel des médias, nous nous disons attention, est-ce qu'on doit tout consommer finalement en tant qu'auditeur, téléspectateur, même lecteur? Nous, notre rôle vraiment, on doit plus se limiter au fait qu'on donne de l'information, mais aller au-delà de ça pour contrecarrer tous les schémas liés aux artifices de l'intelligence artificielle. Ousmane Traoré est un jeune journaliste photographe. Dans son métier, l'utilisation de l'intelligence artificielle lui permet d'apporter plus d'innovation à ses œuvres. Avec l'IA, on est beaucoup plus rapide, on est beaucoup plus efficace. Souvent, on n'a pas besoin de beaucoup de moyens pour arriver à des résultats. Par exemple, on a des problèmes avec l'audio, c'est plus rapide pour traiter l'audio. On arrive quelque part, on nous dit, bon, ici c'est interdit de faire des images, mais on a une idée de l'endroit, on vient, on parle avec l'IA, on lui dit, ok, j'aimerais que tu me fasses une image comme ça, etc., qui permet d'illustrer. Toutefois, cet outil technologique est utilisé par certains individus pour d'autres fins, comme cela a été le cas de Kadidia Toukone, présentatrice sur OTM1. Il y a des gens qui ont utilisé mon image pour faire leur publicité. Alors en tout, j'ai eu 5 vidéos dans lesquelles je faisais des publicités d'un produit pharmaceutique et puis d'un jeu loto. J'ai eu assez d'appels. Des gens qui ont mordu à la maison. On a utilisé mon image pour faire de la publicité, mais demain on peut l'utiliser pour faire quoi? Abdoulaye Guindo est un spécialiste du domaine.
Pour lui, l'IA devra faciliter le travail des professionnels des médias. Le produit il est là et c'est à chacun de savoir comment l'utiliser. Un journaliste dans un contexte peut être bloqué par rapport au thème sur lequel il doit travailler. S'il interroge l'IA, l'IA peut lui dire bon, dans le contexte malien, voici les sujets qui peuvent intéresser l'opinion publique. L'IA va générer des textes pour aider le journaliste. Mais le journaliste doit aller au-delà de ce que l'IA lui donne. De nos jours, l'intelligence artificielle est au cœur de la production de l'information, d'où l'intérêt du thème pour cette édition 2025. Informer dans un monde complexe l'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse et des médias. Bonne journée de la presse. Autre sujet, le processus de relecture de la politique nationale d'immigration et son plan d'action a été lancé hier ici à Bamako. La rencontre a pour objectif de consolider le cadre institutionnel et politique en matière de gouvernance migratoire au Mali, tout en intégrant de manière transversale la dimension genre essentielle pour une approche inclusive. Elle a été présidée par le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, en présence de plusieurs responsables gouvernementaux et partenaires techniques et financiers, nous dit Mariam Kourati. Ce projet de relecture vise à renforcer le cadre institutionnel et politique de la gouvernance des migrations au Mali, en y intégrant la dimension genre. Selon Broulé Keita, conseiller technique chargé des questions migratoires, cette initiative permettra une meilleure prise en compte des réalités actuelles en matière d'immigration. La relecture aujourd'hui a pour objectif de prendre effectivement les nouveaux besoins qui sont apparus de l'essence de la migration en termes de protection et aussi des priorités nationales et régionales et internationales. Mariam Keita et El Hadji Abdoulaye Touré sont des citoyens prêts à soutenir à cette volonté politique. Mariam Keita, participante. Tout ce qui peut aider notre cher pays, le Maliba, on est content d'accompagner ce processus. El Hadji Abdoulaye Touré, participant. Après une dizaine d'années, c'est très normal parce que les conditions de l'immigration ont vraiment changé. Donc il est temps vraiment que nous voyons plus proche les nouvelles solutions, comment vraiment mieux s'organiser. Je pense que vraiment c'est quelque chose de très bien. De son côté, le chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations au Mali, cette relecture permet de mieux encadrer la migration. Dr Boubacar Seibou a également rappelé la nécessité de la révision du texte. Cette relecture de la PONAM nous offre l'opportunité de proposer des solutions adaptées aux questions émergentes comme les liens entre la mobilité humaine et le changement climatique, le lien entre le genre et la migration, ainsi que la valorisation du potentiel de la migration comme un levier pour le développement du Mali. Ce processus marque donc une étape importante vers une gestion plus inclusive et actualisée des migrations au Mali. Mamoudou Diko, conseiller à la Cour d'appel de Bamako, est l'invité de l'entretien de la 2 aujourd'hui. Il expliquera dans cette émission certaines terminologies employées dans le domaine de la justice comme le mandat entre autres. Je vous propose d'écouter un extrait de cet entretien réalisé par Samba Sanogo. La cour d'appel de Bamako, d'abord, je tiens à préciser qu'en République du Mali, il y a 3 cours d'appel. Il y a la cour d'appel de Mopti dont le ressort couvre la région de Mopti et les régions du Nord en général. La cour d'appel de Bamako, dont le ressort couvre Bamako, Sikasso, Koulikoro, Bougouni et autres. Et la dernière cour d'appel, celle de Caille, qui couvre seulement la région de Caille. Donc, au niveau de la cour d'appel, il y a, comme dans toutes les juridictions, il y a un parquet général. Ensuite, il y a aussi le siège. Donc, le premier responsable du parquet général, c'est le procureur général avec ses adjoints, à savoir l'avocat et les substituts généraux, ensuite le premier président, ensuite les conseillers, donc l'ensemble de ces magistrats, y compris les auxiliaires de justice et autres là. Donc c'est ça qui constitue en fait la cour d'appel de Bamako. Voilà, nous recevrons en direct Souri Ibrahim Traoré pour l'actualité internationale. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Souri, bonjour. Bonjour, Kombakani. Tu nous amènes où? Alors, pour la page internationale, nous allons tout d'abord au Togo et l'opposition rejette la 5e République au moment où le mandat de Faure Gnassingbé prend fin ce samedi. Et c'est également la fin du régime semi-présidentiel que le pays a connu depuis son indépendance. Une nouvelle constitution votée par des députés et promulguée le 6 mai 2024 a basculé le pays dans un régime parlementaire. Avec cette 5e République, il n'y aura plus d'élection présidentielle au suffrage universel direct pour élire le président
président de la République selon la Constitution adoptée par référendum par le peuple togolais en 1992. À l'opposé, la nouvelle Constitution votée l'année dernière stipule qu'un président du Conseil des ministres qui aura désormais tous les pouvoirs d'État sera élu par les parlements réunis en congrès avec les sénateurs. Et en RDC, un projet d'accord attendu entre Kigali et Kinshasa, un projet d'accord de paix est attendu entre la République démocratique du Congo et le Rwanda depuis Washington. C'est à la suite d'une déclaration faite par le conseiller principal du président Donald Trump pour l'Afrique, Massad Boulos. Selon ce dernier, le secrétaire d'État américain Marco Rubio rencontrera à Washington dans quelques jours les ministres des Affaires étrangères rwandais et congolais afin de convenir d'un projet final d'accord de paix. Et enfin, Koumbakane, en Tunisie, la condamnation de l'ancien Premier ministre fait parler et l'opposition accuse le président d'avoir mis la justice sous ses ordres. Et pour certains, il s'agirait d'une volonté de Kais Saied d'étouffer toute forme d'opposition. Et c'est d'ailleurs ainsi que le parti politique Ennahda qualifie la condamnation hier à 34 ans de prison de l'ancien Premier ministre Ali Larayed. Cette figure de l'opposition a été déclarée coupable d'avoir facilité les déplacements des terroristes vers la Syrie. Avec lui, plusieurs autres personnes ont été condamnées à des peines allant de 18 à 36 ans de prison par le tribunal de première instance de Tunis, c'est-à-dire Koumbakane. Merci Souri Ibrahim Traoré pour ces tours de l'horizon. Retour au Mali, en prélude au festival Bamaya Kumbé prévu en décembre prochain. Le concepteur de l'émission Yeredoni Dambekene a tenu sa rencontre mensuelle avec les participants venus de Ségou, Kolokani, Kati et Kangaba. Il a été question de faire travailler les valeurs ancestrales du Mali, telles que la valorisation de notre patrimoine culturel, nos tenues vestimentaires, nos langues, entre autres. Aruna Kiadamili a pris part. Yeredoni Dambekene, autrement dit, espace de dignité et de la connaissance de soi, est un cadre d'échange mensuel qui invite l'homme malien à un retour aux sources, valoriser notre patrimoine culturel, nos tenues vestimentaires, l'art culinaire, nos langues et nos instruments de musique sont entre autres axes au nombre de 9 sur lesquels repose la vision de l'initiateur. Ces différentes rencontres viennent soutenir le festival Bamaya Kumbé qui part des constats. Boubacar Traoré, directeur du festival Bamaya Kumbé. La déperdition de nos valeurs, donc nous avons dit qu'il faut faire quelque chose. On a vu des festivals, mais des festivals qui sont ancrés dans la tradition, il n'y a pas beaucoup. Donc nous avons dit que nous avons un devoir de faire en sorte que les valeurs que nos ancêtres nous ont laissées, de les revivre, de les faire perpétuer, de les donner aux enfants. Donc c'est pourquoi nous avons eu l'idée de créer le festival Bamaya Kumbé. Prennent part à cette causerie débat les autorités coutumières des grands foyers de peuplement Bambara, notamment Ségou, Kolokani, Kati et Kangaba, venus encourager l'initiative. Tchekoura Kone, coordinateur des chefs de quartier de la commune urbaine de Kati. Cet espace, c'est pour nous les autorités coutumières et c'est avec une grande fierté que nous assistons et encourageons l'initiative. Nous invitons tous les participants à transmettre les messages qui seront issus de ces échanges dans nos communes et villages respectifs pour une réelle prise de conscience. Rappelons que le festival Bamaya Kumbé, qui est à sa 2e édition, se tient en décembre sur 5 jours pour faire travailler les valeurs ancestrales selon ses initiateurs. De la culture en sport, les nouvelles du sport, c'est juste après ça. En cyclisme, la 20e édition du Tour du Bénin prend fin ce samedi. L'équipe nationale du Mali est en train de faire une participation honorable dans cette compétition internationale. En football, sur le continent, la CAN des moins de 20 ans garçons se poursuit en Égypte. Au plan national, le week-end reste essentiellement marqué par la 64e édition de la Coupe du Mali de football. Cette compétition entre dans sa phase décisive avec les demi-finales qui se jouent ce week-end. D'abord, ce samedi 3 mai, le stade Mamadou
Konaté sera le théâtre du duel entre le FC Diarra et le Stade malien du Bamako. Demain, dimanche 4 mai, le Djoliba AC affrontera l'US Fassa. Pour terminer en basketball, après la 12e journée du championnat, les favoris ont décroché leur ticket pour les carrés d'AES. Voilà l'essentiel de cette actualité. Clin d'œil à la météo, il fait beau temps à Bamako et environ à 12h16. Les thermomètres affichent 34 degrés Celsius sur Bamako et environ. Et le coucher du soleil est prévu pour 18h47. Et c'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Aïssata Dit Kumbakani, réalisation Mohamed Bari, Suleiman Fomba, mise en onde Penandao, mise en ligne Badjitouri, coordination éditoriale Sédou Traoré et Nyanyalou Traoré. Bonne journée à tous.